Bonjour et bienvenue à votre émission sur la bande dessinée Parlons BD, où bien sûr on va parler de BD parce qu'on a choisi un titre évocateur. Merci d'être là encore cette semaine. La semaine dernière on a parlé de Tintin. Cette semaine on va parler de super-héros et du comic book américain. Et avec moi comme toujours, avec sa grande sagesse, il va éclairer notre ignorance, Monsieur Jérôme Gagnon, historien. Bonjour Jérôme. J'ai une lourde mission. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Prêt à parler de super-héros? Oui. Oui. Parlons super-héros. On a déjà parlé, tu sais, le comic book américain, c'est vraiment pas la même école que la bande dessinée européenne. Le comic book américain, on est plus dans des feuillets moins rigides, un 22 pages par mois qui sort. Fait que le rythme de production est vraiment différent. Oui, le rythme de production est différent, puis dans le fond, les motivations sont différentes. Hein. Avec la bande dessinée américaine, on est dans un produit de consommation rapide. Au départ, c'est même un produit jetable. La bande dessinée américaine va apparaître dans les journaux de masse. On en a parlé un peu il y a plusieurs semaines. Donc, évidemment, tout ça s'est appelé à être une consommation. Bon, on les lit, puis après ça, on ne les revoit plus, ces bandes dessinées-là. Puis, ça va prendre plusieurs années avant que la bande dessinée se mette la bande dessinée apparaisse dans des formats où on conserve les BD. Hein, c'est le phénomène de ce qu'on appelle le phénomène du pulp. Le pulp, on le retrouve dans un roman d'amour, par exemple, où on écrit des romans d'une qualité plus moyenne, disons moyenne pour être généreux. Et puis, c'est de la lecture rapide. On lit ça, puis ensuite, on le jette. D'ailleurs, si on appelle ça pulp, hein, c'est parce que c'est imprimé sur du papier de qualité médiocre. Pour justement être capable de le vendre pas cher. Donc, il y a une forte teneur en pâte mécanique dans la pâte, dans le papier en question. Donc, et la pâte mécanique, on appelle ça de la pulpe. Hein. Par exemple, la pulperie de Chicoutimi, c'est ça qu'ils fabriquaient. Donc, le pulpe, on va le retrouver aussi dans le domaine de la BD. La BD, au départ, est sur du papier de qualité médiocre, puis c'est pour une consommation éphémère. C'est-à-dire qu'on ne conservait pas ces numéros-là. Sans doute, une des raisons pourquoi on en retrouve peu aujourd'hui. Ça vaut aussi cher. Qui valent aussi cher. Ouais. C'est ça, les premiers qui sont sortis dans les années 30. Bien évidemment, c'est presque introuvable aujourd'hui. Donc, au départ, c'est un produit de consommation éphémère, la BD. C'est pour ça qu'on est dans le strip, on est dans aussi dans les sujets qui sont légers. Hein. Parce que la bande dessinée américaine va apparaître dans ce qu'on appelle les funny comics. Les funny comics, le but, c'est de faire rire. Et puis, les créateurs des personnages aussi travaillent pour des groupes de presse ou pour des compagnies qui vont distribuer les bandes dessinées dans plusieurs journaux à travers les États-Unis, puis même ailleurs à travers le monde. Ce qui fait que va se développer aussi l'habitude pour les dessinateurs et les créateurs de ne pas disposer des droits sur leur publication. Il va y avoir des combats célèbres, mais le cas des créateurs de Superman est patent à ce niveau-là. Donc, évidemment, là, ils n'ont pas profité là, de la popularité de leur personnage. Non, parce qu'ils ne les appartenaient plus. Pour faire la petite histoire du super-héros, parce que c'est de ça surtout qu'on va parler, le premier super-héros, ou l'inventeur du super-héros, Joe Shuster, Jerry Siegel, un Canadien et un Américain, vont créer un personnage qu'ils appellent Superman. Ce qui est particulier, c'est qu'au départ, comme tu le disais, eux, ils voulaient être publiés comme comic strip. Fait que c'était des strips. Et pendant 2 ans, c'est resté sur le bureau d'un éditeur qui ne voulait rien savoir en disant « ça ne marchera jamais ». Il y a eu un coup de téléphone, il a dit « on lance quelque chose de nouveau, ça me prend quelque chose de différent ». Et là, l'éditeur n'avait rien, il n'y avait pas de temps devant lui, fait qu'il a décidé de prendre les strips de Shuster et Siegel et de les coller une à la suite de l'autre pour faire une page de comic. Et est apparu en 1938 le Action Comic numéro 1 où on va retrouver Superman dans sa première édition qui va donner naissance aux super-héros et aux genres. Ce qui est particulier aussi de réaliser, c'est qu'au début, Superman, il n'y a pas de cape. C'est des souliers avec des lacets de cuir, en fait, qui est attaché. Ses pouvoirs, c'est qu'il peut sauter plus haut que des buildings. Il est plus rapide qu'une balle, que quelqu'un qui va tirer, mettons, un coup de pistolet. Et il est fort comme une locomotive. C'est déjà pas mal. Oui, mais le personnage va évoluer, entre autres. Puis là, c'est des grandes histoires de compagnies rivales.
Parce qu'à l'époque, une compagnie qui s'appelait Fawcett Comics avait créé un personnage qui ressemblait beaucoup à Superman, qui s'appelait Capitaine Marvel, Shazam. Et lui avait une cape et volait. Et là, il y a eu une suite en cours pour réussir à rattraper les droits. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? DC a réussi à finalement y aller avec un hostile takeover. Ils ont racheté la compagnie Fawcett Comics, ils ont arrêté Captain Marvel et ils ont relancé Superman nouveau avec une cape qui était capable de voler. Fait qu'il y a eu une évolution à travers tout ce combat, en fait, entre les compagnies de super-héros. Ça va avoir une incidence plutôt parce qu'il y a eu beaucoup, justement, de rachats, ventes entre les... Oui, puis c'est ça qui va donner le ton aussi au marché de la bande dessinée. Ouais. Parce que jusqu'à aujourd'hui, deux des compagnies américaines qui vont dominer le marché, dans le fond, c'est les deux compagnies qui vont survivre justement des débuts un peu nébuleux là, des années 30 et qui vont se perpétuer jusqu'à aujourd'hui. C'est Detective Comics, DC, et puis Marvel qui a changé de nom au fil du temps. On a eu Timely Comics et compagnie pour donner la compagnie Marvel. Parce que tu as raison, parce qu'après, quelques années plus tard, Batman sort dans Detective Comics numéro 27 et une suite de super-héros. Le premier Green Lantern, le premier Flash, mais pas comme le Flash que vous connaissez, il y a un casque en métal avec des ailes. Tous ces héros-là vont naître, mais ils vont mourir rapidement parce que le monde va rentrer en guerre. Et là, on va tomber dans le comic book américain beaucoup plus concentré sur des comics de guerre. Ouais, on va faire de la c'est propagande. Si j'ai Sergeant Rock, là, ben ça c'est une nouvelle BD qui est sortie de ce héros-là parce que des BD de ces... Fait que c'est ça qui vendait et les héros sont un peu morts. Superman, Batman ont réussi à survivre à travers le temps. Puis cette époque-là des super-héros, on appelle ça le Golden Age parce que c'est important, il y a beaucoup de nomenclature dans le comic book. Et après les BD de guerre, on va revenir avec ce qu'on va appeler le Silver Age, où on va arriver avec un nouveau Flash, un nouveau Green Lantern, des nouveaux héros. Batman va arrêter d'avoir un pistolet, parce qu'au début, Batman il a un pistolet puis il tirait du fusil. Non, mais avec un Superman qui vole. On va ramener ça, on va appeler ça le Silver Age, ce qui va arriver en même temps avec l'arrivée de Marvel Comics, d'un gars de Stan Lee et d'un gars qui s'appelle Jack Kirby. Oui, qui ont vraiment marqué l'histoire du comic de super-héros. Oui, et pour la petite histoire, ils étaient dans un quatuor de golf en train de jouer et quelqu'un cherchait une équipe pour faire des nouvelles séries de bande dessinée et c'était Jack Kirby, Stan Lee, qui se sont connus comme ça et tout à fait. ont changé le monde du comic. Quand on parle de, ici, bon, c'est New God, là, c'est peut-être pas la référence, mais c'est parce que j'ai pas nécessairement beaucoup de BD de Marvel, mais c'est eux qui ont créé les Fantastic Four. Oui, Jack Kirby a créé peut-être aussi... Jack Kirby, ben, c'est illustré dès les années 40 avec un des rares super patriotes qui a survécu de la Seconde Guerre mondiale. Captain America, évidemment, c'est le symbole même du patriotisme américain, qui se battait contre les nazis, qui s'est battu contre les Japonais aussi. Mais une fois que la guerre a été terminée, ben là, les gens ne voulaient plus. C'est ça. Mais là, les gens ne voulaient plus en entendre parler. Fait qu'il est tombé dans l'ombre pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on le ramène dans les années 60, dans la vague là, de resurgence des super-héros. Oui, je pense à Jack Kirby, qui avait créé Captain America avec Joe Simmons dans les années 40. Exactement. A réussi à ramener son héros dans la maison de Marvel, qui ont créé après ça Spider-Man, Hulk, Thor. Oui, avec Kirby, Romita, Stan Lee qui est un peu au cœur de tout ce brassage-là. À ce moment-là, Stan Lee avait voulu relancer la maison Timely Comics qui vivotait, qui a connu des années 50 très, très difficiles, en ramenant le phénomène des super-héros à partir de 1960. C'est un renouveau des super-héros avec ces nouveaux titres-là. Et dans les années 60, c'était vraiment l'âge d'or en fait de Marvel. DC Comics avait beaucoup plus de difficultés. Ces personnages étaient un peu plus gaga. On était vraiment dans un univers très coloré, très enfantin en fait. Et puis ça va changer avec le temps parce qu'on va ramener finalement le héros à quelque chose de plus humain, mais de plus aussi sérieux, de plus adulte. Oui, tout à fait. Ouais. En parlant de ça, tout ça pour dire que, ce qu'on appelle le Silver Age, donc l'époque des super-héros, Marvel avec ses héros qui vont... Même on va aller piger dans la mythologie avec des gars comme Thor, comme... Oui, tout à fait. En fait, la bande dessinée, c'est beaucoup abreuvé justement dans les mythes populaires, mais aussi dans les mythes plus anciens. La mythologie, par exemple, grecque et romaine a été
un réservoir inépuisable d'histoire. Puis ça, on parle de la BD, mais c'est vrai pour Le roman aussi. le roman, c'est vrai pour à peu près tous les styles. Le roman, mais aussi à l'intérieur de l'art pictural aussi. Le fond grec et romain est ramené. Puis dans les super-héros, on a la Wonder Woman, qui est carrément issue de cette mythologie-là. Mais tu parlais de Thor, c'est tout le fond mythologique mais qu'on va nordique. quand même changer, parce que dans la mythologie nordique, si tu veux, Thor, c'est un peu un gros débile qui est juste fort, puis qui est tout le temps sous, puis qui est pas blond. Oui, c'est le dieu du tonnerre, puis il fait tonner plus qu'il sauve le monde. Là. Mais oui, mais dans le fond, on l'a habillé un peu là, d'un profil de super-héros, de bon, avec son. Mais tout est là quand même. Hein. Il vient d'Asgard, qui est la ville mythique des dieux nordiques, Odin, qui est le père des dieux, et c'est tout cet univers-là qu'on ramène aussi dans les super-héros. Dans le fond, les super-héros, c'est un peu aussi la mythologie moderne. Hein? Oui, C'est une nouvelle forme de mythologie moderne. Puis on va s'abreuver à la fois dans les fonds mythiques, mais aussi dans l'actualité. Les super-héros, puis l'évolution des super-héros colle aussi avec l'évolution, par exemple, des États-Unis. Oui, la façon dont les Américains se perçoivent eux-mêmes. Et même au cinéma, ça va être la même chose. Je fais un parallèle, mais tu sais, pendant la guerre froide, les méchants, c'est souvent les Soviétiques. Oui. Aujourd'hui, les méchants, c'est souvent des gens plus... Des terroristes, des terroristes. souvent arabes. Ouais. Ouais. Ben, effectivement. Puis ça, on le retrouve dans ce milieu-là. Les derniers super-héros qui sont sortis au cinéma, on le voit très, très bien. Là, l'univers a changé. Ouais. Les préoccupations des Américains ont changé. Si on prend, par exemple, le dernier qui est sorti, un des derniers films qui est sorti, Civil War, ben là, c'est toute la préoccupation, justement, de l'influence là, extérieure, tout le secret qui entoure les super-héros. Puis là, on veut légiférer, on veut mettre des lois pour encadrer tout ça. Mais ça, c'est très post-11 septembre 2001. Hein? Oui. Patriot Act, tout ça, où le gouvernement veut encadrer, dans le fond, tout ce qui concerne la défense et puis ces phénomènes-là. Et là, on le retrouve dans Civil War, qui est très présent. Ce qui est drôle, c'est que cette histoire-là, on la revit. Parce qu'à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a mis fin au Golden Age, entre autres chez DC Comics, c'était ça. C'est cette histoire-là où les héros devaient se démasquer, devaient dire ils étaient qui parce qu'ils pouvaient être dangereux. Finalement, la majorité avait arrêté d'être des héros, ce qui justifiait la fin des héros au début des années 40. Et quand il y a le retour, ben là, on leur permet de vivre à nouveau. C'est assez fascinant. Puis t'en parlais aussi plutôt sur le rythme de production qui est très rapide. Puis des fois, la qualité n'était pas toujours là, au niveau même de la production. Oui. Stan Lee disait lui-même que, écoute, il inventait pas tellement les histoires, qu'il demandait aux dessinateurs de dessiner, et lui, après ça, mettait le texte sur les dessins. Oui, tout à fait. Il savait pas nécessairement où ça allait. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de combats, entre autres, entre des méchants et des bons, parce que c'était plus facile pour... Oui, mais il y avait à soutenir ce rythme-là. C'était très exigeant. C'était des équipes qui étaient relativement réduites aussi. Stan Lee est un personnage un peu particulier aussi. Bon, il y a eu beaucoup de conflits là, chez Marvel. Tu pourrais me dire sans doute que ça a été la même chose les conflits, chez DC entre les artistes. Et puis, je sais que Jerry Siegel, Joe Shuster, Bob Kane ont eu énormément de difficultés, mais à ce temps, tu ne peux pas mettre le nom de Batman sans qu'il y ait le nom créé par Bob Kane. Ouais. On va devoir amputer. Il parle beaucoup de ça.
concernant le comique américain, ça survient au début des années 50, c'est que la bande dessinée aux États-Unis va devoir se soumettre aussi à la censure. Oui. Ah oui. On va créer le Comic Code Authority. Donc, ce qui va, dans le fond, ça vient du fait que certains détracteurs de la bande dessinée soutenaient que la bande dessinée, comme d'autres formes de contenu, contribuait à la délinquance juvénile. Et puis, on avait demandé, puis il s'est créé un mouvement aux États-Unis où on a demandé d'interdire les comics et tout ça, et ou de les assagir. Et puis, on a créé ce qu'on appelle le Comic Code Authority, où pour publier des comics, il fallait respecter des règles. Par exemple, il ne devait pas avoir de sexualité dans les comics, alors que c'était relativement présent. Oui, Avant, on a créé des personnages assez sulfureux. La représentation de la femme était généralement très idéalisée d'un point de vue masculin. C'est encore le cas. C'est revenu, mais il y a eu une période là, à l'époque du Comic Code Authority où justement toute la question de la sexualité, la question de la consommation de drogue, alcool et tout ça ne devait pas être mis dans des comics et où le bien triomphait tout le temps du mal. Donc, on a assisté à une période où les comics ont eu du mal à vivre avec ça parce qu'on se retrouvait avec un contenu qui était plutôt fade, qui était sans relief. Oui, puis ça a duré longtemps. Ce qu'on appelle en fait le Silver Age, c'est ça, c'est que tout est un peu beau, gaga. Et entre autres, Batman a subi beaucoup ça avec la série télé qu'il y a eu avec Adam West, où là, tu sais, on est vraiment dans les nom d'une pipe. Même déjà là, ça devait être trop, là. Et tout ça pour dire que dans les années 80, on a décidé de faire des changements et de ramener le comic à un statut plus adulte. Et ça, c'est dû à 3 bandes dessinées, selon moi, que je vais expliquer. Où, ici, Crisis on Infinite Earth, où, à la suite, depuis les années 30, que DC Comics achetait des petites compagnies de comics et intégrait les univers. Puis là, tu avais Terre 1, Terre 2, Contre-Terre, et puis les univers différents. Et à un moment donné, on dit, il faut faire le ménage. On a fait le ménage d'univers, on a tué des centaines de héros d'univers en disant, ça n'a plus de sens. On a arrêté tout ça et on a fait ce ménage-là avec une bonne foi où on n'est pas retourné là-dedans. Ceux qui étaient morts, puis on a essayé de respecter ça. Et après ça, ça nous donnait un tremplin pour ramener la bande dessinée à un état plus... en tout cas, le super-héros, là je dis la bande dessinée, mais le super-héros, à beaucoup plus pour les adultes grâce à ces 2 chefs-d'œuvre Oui, que tu connais sûrement. c'est d'excellents... Batman Dark Knight Returns par Frank Miller. Pourquoi c'était marquant? Parce que Batman, il arrête d'être lumineux, il arrête d'avoir des gadgets et une Batmobile et de sauver les hannetons avant de sauver des êtres humains. Quand ça commence, Batman est retraité, il est vieux, mais il doit revenir parce que le Joker revient, fait une crise de cœur parce qu'il n'est plus en forme, etc. C'est très gritty, c'est très... jusqu'où il est prêt à aller, jusqu'où va l'héroïsme. Et on est beaucoup là-dedans. Et là, Superman va même vouloir... Les autres héros vont vouloir essayer de l'arrêter. C'est assez fascinant. Ben, d'ailleurs, on vient à une dimension du super-héros qui est beaucoup plus proche de la réalité aussi. On sort du mythe du héros unidimensionnel, où on a un héros qui est bon, qui a une seule dimension, vers quelque chose qui est plus conforme à la nature humaine. Un côté sombre qui est très développé. Batman est à la limite entre le héros puis le justicier. Voilà. Donc, et c'est tout ce côté-là qu'on explore en développant le côté un peu plus sombre de Batman. Et à ce niveau-là, ça donne des bandes dessinées, d'abord qui sont plus adultes, mais qui sont beaucoup plus intéressantes, qui ont beaucoup plus de relief. Dialogue, des scénarios complexes. Où on n'est pas obligé non plus d'avoir des combats à tous les épisodes, si tu veux, à tous les comics. Ça, c'est très intéressant. Et un des grands chefs-d'œuvre, je pense que c'est unanime, Watchmen par Alan Moore et Dave Gibbons. Watchmen, pourquoi? Parce que là, on est dans un monde de super-héros, mais ceci n'est pas une BD de super-héros, c'est une BD sur la morale et sur l'éthique du pouvoir. Et c'est là où c'est intéressant. Je connais des professeurs de philosophie qui font lire ça à leurs étudiants parce que chaque héros représente une doctrine philosophique, qu'il soit utilitariste ou autre. Et chaque héros est tellement bien découpé et c'est toujours
le rapport justement entre l'être humain et à quoi on sert. Est-ce que ça vaut la peine de tuer 100 000 personnes si on veut en sauver 200 000? Bon, par exemple. Ça a toujours aussi bien vieilli. Même le film, l'adaptation qui a été faite, moi, je l'ai aimé. En fait, c'est quasiment case par case. Ils ne se sont pas posé la question. Ils se sont pas posé la question. C'est à peine une adaptation. Ça, même, écoute, même Alan Moore, il n'a pas renié cette BD-là, mais il dit que ça a été dur à vivre parce que les gens le considéraient comme un dieu après ça, parce qu'il avait fait une œuvre majeure, en fait, sur Spero. Il y a plein de ce qu'on appelle les Easter eggs. Là. Il y en a plein à l'intérieur qu'on est capable de faire des clins d'œil sur soit d'autres héros, d'autres séries, et même sur la manière dont le livre est fait. Et chaque livre de comic était toujours suivi par des textes écrits où on poussait plus loin. T'as aimé Watchmen? Oui, j'ai adoré Watchmen. Puis si tu me permets de faire du pouce sur ce que tu il dis, faut, c'est l'idée. Alan Moore est aussi connu, à mon avis, pour une des œuvres les plus intéressantes de la BD, c'est V pour Vendetta. V pour Vendetta, oui. V pour Vendetta, c'est là aussi, on est dans la dynamique du super-héros, mais avec... Justicier, on veut la justice au-delà de la loi, en fait. Exactement, on est au-delà de la loi, mais on retrouve dans V pour Vendetta aussi, Alan Moore met en scène ses propres idées politiques. Hein. Ouais. Lui, c'est un militant anarchiste, et puis on le retrouve aussi, là, dans... Oui, il écrit des livres de magie noire. Il est versé là, dans plusieurs domaines assez weird. Là. Mais notamment, au point de vue politique, c'est ce qu'on retrouve là-dedans. La liberté individuelle, la lutte contre l'absolutisme. Dans V pour Vendetta, dans le fond, on a un futur très proche, parce que ça se passe en 1997. Mais lui, c'était une critique de Thatcher à l'époque. Oui, une critique de Thatcher, mais ce qu'on retrouve là-dedans, c'est carrément un régime fasciste qui s'inspire beaucoup du stalinisme et aussi de l'Allemagne nazie. Très intéressant, fait preuve d'une très grande culture en allant chercher des personnages du passé britannique, Guy Fawkes, puis c'est lui qui est l'inventeur du fameux masque qui est à l'origine d'Anonymous. Donc, moi, c'est une de mes BD favorites. V pour Vendetta. Mais Alan Moore, pour vrai, il y a beaucoup de très bons auteurs dans la bande dessinée, mais lui, c'est lui qui est admiré par tous les grands auteurs de bande dessinée. Oui, tout à fait. Il a créé aussi les BD League of Extraordinary Gentlemen. Je pense à Top 10. Je pense à... Écoute, il y a beaucoup de hits, comme on veut. Swamp Thing. Il a amené beaucoup le comic d'horreur. La réflexion aussi au niveau de la bande dessinée, où on parle à des adultes et on arrête de prendre des gens pour des enfants. Et ça l'a amené, en fait, beaucoup... Il y a peut-être un creux dans les années 90 au niveau du super-héros, mais avec l'arrivée des films, on a complètement relancé cette industrie-là. Ouais. Autant au niveau du comic, parce que les films, ça veut faire vendre des produits dérivés et vice-versa. Et les compagnies, parce que maintenant, par exemple, DC Comics appartient à Warner, qui ont les studios Warner, donc qui peuvent produire des films. Même chose pour Marvel avec Disney. Oui. Ouais. Mais c'est le cinéma qui a relancé le genre, parce que c'est vrai que dans les années 90, il y a un creux qui aurait pu être fatal pour l'univers. En fait, il se faisait de très bonnes choses, mais le lectorat était de moins en moins là. Donc, je pense que c'est le cinéma qui a pu relancer le phénomène super-héros. Maintenant, ça va durer combien de temps? Mais ce qui est fascinant, c'est que maintenant, beaucoup de séries, quand on pense à Walking Dead, à Preacher, à Arrow, qui sont inspirées, ou beaucoup de scénaristes de films viennent de la bande dessinée. On pense à David Goyer, qui a à peu près écrit la moitié des films de super-héros qui existent, qui était longtemps écrivain de bande dessinée, etc. Fait qu'il y a tout ce lien-là. Mais là, les univers cinématographiques sont bien campés quand même, plus chez Marvel que chez DC, que je pense que leur aspect super-héros est meilleur en série télé qu'en film. Je ne sais pas ce que ça va nous amener, mais au moins, ça nous fait revivre. Et pour des fans comme nous, je pense qu'ils sont fans c'est le fun de voir ça en vrai aussi. Oui, parce que, là aussi, nous, on a été... c'est pour ça qu'on va chercher aussi une clientèle relativement adulte. C'est-à-dire qu'on va chercher une clientèle plus jeune, mais les adultes, c'est ceux qui ont suivi pendant des décennies les univers des super-héros. Moi, je me souviens que dans les années 70, ici au Québec, d'ailleurs, on avait, dans les années 70, créé une compagnie, les éditions Héritage, qui avait traduit
Et les super-héros, puis on les achetait en français, publiés par une compagnie québécoise qui était basée à Saint-Lambert. Et puis, tous les comics américains passaient par le biais de cette compagnie-là. Et c'est par ça qu'on a eu contact avec le monde des super-héros, puis une espèce de culture là, américaine, alors qu'avant ça, ben, c'était plutôt l'univers européen qui était présent au Québec à cause de la langue, pour des raisons linguistiques tout à fait. Ben, ça nous aura fait rêver, ça va continuer de nous faire rêver, puis il y a encore de très bonnes séries de super-héros qui existent. Merci Jérôme d'avoir parlé de super-héros. Écoute, on a effleuré tout ça, il y a tellement de choses à dire, et finalement, ben, c'est ça qu'on a dit. Merci d'avoir été des nôtres cette semaine pour avoir jasé de BD, et on se revoit la semaine prochaine pour parler BD. Et la semaine prochaine, on va s'en aller à l'autre bout du monde, on s'en va au Japon, parler d'une autre grande école de bande dessinée, le manga japonais. Merci, bonne semaine.